Bonjour à tous. Croître sans périr. Pour parler de cette question finale, nous avons 3 économistes, docteurs en économie, doctoresse en économie. Donc je ne vous présente pas Sandrine Rousseau, vous la connaissez, mais elle n'est pas seulement une figure des écologistes, une députée, c'est également une universitaire spécialisée, entre autres, dans l'économie de l'environnement. Timothée Parry, qui est la nouvelle star. Vous êtes économiste aussi en Suède, bientôt en Suisse. Vous êtes un théoricien de la décroissance et de la post-croissance. En 2019, vous faites une thèse, vous détaillez les conséquences des comportements écologiques sur la société. Vous la mettez en ligne et c'est un succès phénoménal. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis Christian Gaulier, qui est le directeur de TSE, et vous êtes très impliqué dans les questions environnementales, puisque vous avez été un des rapporteurs du GIEC en 2007, celui qui a reçu le prix Nobel de la paix, et vous êtes aussi très engagé sur les questions de la taxe carbone. Alors pour commencer, je vais m'appuyer, la première partie, on va parler de la croissance verte. Est-ce que c'est un peu une illusion, une grande illusion? En décembre dernier, le magazine 1 Hebdo titrait « Croissance verte, la grande illusion ». En gros, est-ce que la croissance verte est une formule magique pour nous faire croire que l'économie capitaliste va pouvoir survivre avec tous ces termes, développement durable, technologie verte, finance éco-responsable, l'économie circulaire? Est-ce que tout ça, c'est du flan ou c'est une réalité qui est en train de s'installer? Je demande à Christian Gaulier de nous faire un petit point là-dessus et ensuite on verra vos opinions. Merci. Alors d'abord, merci aux participants. C'est un vrai plaisir de confronter nos idées sur ce sujet complètement crucial. Donc effectivement, il y a 2 façons de répondre à votre question, Guylaine. La première, c'est regarder rétrospectivement et puis essayer de voir à quoi l'avenir pourrait ressembler. Rétrospectivement, ces dernières décennies, la réponse est un verre à moitié plein ou à moitié vide. Si je regarde au niveau mondial entre 1990 et 2020, je reprends mes chiffres, excusez-moi, 2021, le PIB mondial a augmenté de 161% et les émissions ont augmenté de 62%. Certains diraient que 62%, mais c'est énorme, 62%. Rappelez-nous, pourquoi on prend 1990 1990, c'est un petit peu une année de référence. On est 2 ans avant le sommet de Rio, où vraiment on rentre le problème climatique dans le débat politique. Et donc, voilà, en 1990, on sait le problème et quand même, on a appuyé fameusement son accélérateur. 62% de croissance des émissions, c'est considérable, mais c'est moins que la croissance du PIB. Donc, il y a un découplage relatif, comme on dit. Pour la France, sur la même période, on a augmenté le PIB de 55% et les émissions, elles, ont baissé de 22%. Si je prends l'Allemagne, on est à 52% de croissance du PIB et 30% de décroissance des émissions. Donc là, on est dans un découplage absolu. Donc ça, c'est le passé. C'est pas top. C'est pas mal. L'Europe est un bon élève. C'est à peu près la seule région du monde qui est bon élève. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'on ne fera pas tous d'accord pour dire bon élève. C'est un moins mauvais élève, je pourrais dire, sur les 30 dernières années. On a fait des efforts, on a mis en place des politiques vertes qui ont eu certains effets, insuffisants, mais certains effets. Regardons prospectivement, est-ce qu'on peut, à l'avenir, poursuivre cette décarbonation de nos économies? Alors, ça va être compliqué. Hein. Si je prends la décision politique européenne et française, on doit d'ici 2030 réduire, par rapport à 90, réduire de 55%.
Donc 22% pour la France, 30% pour l'Allemagne. On doit en très peu de temps, en 4 ou 5 ans, 5 ou 6 ans, on doit faire l'autre moitié du chemin que ce qu'on a fait en 30 ans. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. La question se pose, est-ce qu'on le fait simplement avec des politiques de croissance verte, de nouvelles technologies, etc. Oui, en fait, plus que ça. Voilà, espérons aussi. On va changer de modèle. Il y a sur la planète des technosolutionnistes. On en a beaucoup entendu parler hier. Bertrand Piccard était assez fort dans son discours là-dessus. Mais évidemment, si on parvenait à développer des technologies vertes qui soient matures, qui permettent de produire de l'énergie moins chère que les énergies fossiles aujourd'hui, c'est quand même assez peu probable, mais on peut l'imaginer. Alors on aura effectivement une croissance verte. Mais il y a un autre scénario où on ne parvient pas à développer ces technologies. Il y a quand même des tas de verrous technologiques qui suggèrent qu'on va peut-être avoir des problèmes. Et donc, dans ce cas-là, il faut de la sobriété pour résoudre le problème, et de la sobriété qui pourrait même aller jusqu'à la décroissance. Sandrine, quel est votre constat sur ce qui a été fait sous le label croissance verte? Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que c'est suffisant? Bonjour à tous et toutes. La réponse est non. Mais vraiment, vraiment pas. Et en fait, là, la situation devient extrêmement critique puisque, à force de repousser les efforts, on se met dans une situation où l'ampleur des efforts que nous devons faire est telle que ça renvoie à la capacité à maintenir la société telle qu'elle est actuellement. Moi, je vais prendre plusieurs exemples pour expliquer le sujet. C'est que, oui, il y a eu une forme de moindre augmentation des émissions de CO2 par point de PIB créé. Mais en fait, il y a eu une telle augmentation du PIB, même si on se dit qu'il n'y a pas assez de croissance dans la réalité et que, de toute façon, là... on a quand même augmenté les émissions de CO2. Et en fait, la question qui nous est posée, c'est pas de se donner bonne conscience avec une croissance verte ou avec l'idée d'un découplage, c'est de trouver, d'aller vers des objectifs de résultat. C'est-à-dire qu'il faut que nous diminuions de manière nette et de manière importante les émissions de CO2 et en un temps extrêmement court. Donc en fait, ça met en tension tout un tas d'aspects de notre système économique. Et aujourd'hui, et après 2 ans passés à l'Assemblée nationale, force est de constater qu'il n'y a pas de plan, quoi. Il n'y a pas de plan pour faire véritablement ce virage. Et en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de plus angoissant en fait, dans la situation, c'est qu'à la limite, on pourrait imaginer qu'il y ait un plan qui prenne tous les aspects de la transition qu'il y a à faire et puis qu'on voit comment on ajuste ici ou là. Mais ce qui est flagrant, et encore une fois, ce qui m'a vraiment marqué de ces 2 années, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et il n'y a pas de plan sur aucun des sujets. Moralité, ce qui se passe, c'est qu'on laisse les personnes être seules face à ces effets du réchauffement climatique et on en a vu de multiples exemples. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais le retrait-gonflement des argiles. Le retrait-gonflement des argiles, c'est quelque chose qui met en danger les maisons qui se fissurent sous l'effet des sécheresses et des périodes de pluie, oui, inondations, mais d'une manière générale, périodes de pluie. Aujourd'hui, il y a une maison individuelle sur 2 en France qui est menacée de ce phénomène de... Une maison individuelle sur 2 en France qui est menacée de ce retrait-gonflement des argiles. Aujourd'hui, le système assurantiel n'est pas en mesure d'indemniser les personnes. Donc en fait, on laisse les personnes seules face à des maisons qui se fissurent et qu'est-ce que ça génère à part de la colère, du rejet, parce qu'en fait, c'est des maisons qu'elles ont payées sur 30 ans, 20 ans ou 30 ans de vie professionnelle. Il faut se rendre compte de ce que c'est comme investissement, cette maison. Et donc, la laisser se fissurer comme ça, sans qu'il y ait aucune espèce de système de protection de l'État, puisque aujourd'hui, le nombre de propriétaires indemnisés est de l'ordre de 30%, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 1 sur 3 qui est indemnisé, c'est laisser les gens seuls face au réchauffement climatique. Je prends un deuxième exemple, qui est la canicule qu'on a connue cet été. La canicule a été insupportable dans certaines périodes, dans certaines régions de France. Qu'a-t-il été décidé en termes de politique publique suite à cette canicule? Rien. De sorte qu'en fait, tout l'hiver, il y a
pléthore de ménages qui se sont équipés en climatiseurs, au lieu d'avoir un plan d'isolation des logements qui nous permettrait d'avoir une politique publique de réduction du CO2. On pourrait multiplier les exemples comme ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ça n'est pas tant la volonté des personnes de changer, parce que si vous regardez une enquête comme l'enquête Valeur qui a été faite sur plusieurs années avec un échantillon extrêmement important et un protocole international, si vous regardez cette enquête sociologique, vous vous apercevez que les gens sont prêts à faire des efforts. Qu'en fait, la question écologique, tout le monde la comprend. Tout le monde n'en comprend sans doute pas l'ampleur, tout le monde n'en comprend pas sans doute l'ensemble des implications, mais tout le monde la saisit. Donc en fait, il n'y a pas de difficulté à convaincre sur la question écologiste. Profondément, les chiffres du nombre de personnes qui sont convaincues que le réchauffement climatique est le principal problème dépassent les 80%. Donc on a une majorité très large là-dessus. Ce qui nous manque, c'est le plan de politique publique, d'état social et écologique qui accompagne la transformation. Et oui, on ne peut pas continuer avec cette idée, et je termine là-dessus, qu'il y aura de la croissance verte avec des technologies qui vont venir nous sauver. Nous ne sommes plus dans ce modèle-là. La croissance n'est pas un indicateur qui peut nous permettre de prendre le virage. Il nous faut donc penser autrement, penser à côté de la croissance, penser nos besoins fondamentaux, penser notre cohésion sociale, penser la justice et le partage des efforts. Mais les Verts ont un plan quand même. Oui, nous avons un plan, bien sûr. Mais il nous manque au niveau de l'appareil d'État, le plan secteur par secteur. Enfin, quand j'entends par exemple la question de l'automobile, je suis effarée du fait que la seule question sur l'automobile, c'est de transformer l'automobile thermique par de l'automobile électrique. Mais en fait, il n'y a aucune espèce de possibilité que les voitures électriques remplacent les voitures thermiques. C'est absolument impossible. Il n'y a pas suffisamment de ressources, il n'y a pas... Et en fait, il nous faut avoir un plan de mobilité. Il nous faut avoir un plan de conversion de l'industrie. Et en fait, tout cela n'existe pas. C'est-à-dire que la seule question, c'est est-ce qu'on ouvre une mine de lithium dans le Massif central ou pas ? Mais en fait, on n'a pas le plan global qui nous permet de penser la mobilité dans un monde sans CO2. Et ça n'est pas la même mobilité qu'aujourd'hui. Ça n'est pas une mobilité comme on la connaît aujourd'hui, c'est une part de démobilité, c'est une part de transformation de nos moyens de transport, et tout cela n'est absolument pas pensé. Donc en fait, là, on a absolument besoin d'avoir non seulement une majorité à l'Assemblée, mais aussi un État qui ait conscience de l'urgence de la crise écologique. Alors Timothée, vous avez fait le constat depuis maintenant pas mal d'années que protection de la planète et capitalisme n'étaient pas conciliables. On en revient à cette histoire de croissance verte. Hein. Le capitalisme, c'est pas un gros mot, hein. C'est un système économique qui est basé en fait sur l'accumulation du capital avec des institutions qui ont été développées en fait dans ce sens-là, par exemple des entreprises à but lucratif, une certaine culture consumériste qui a tendance à associer l'achat et le pouvoir d'achat au bien-être, un État-providence aussi qui fait activement des politiques de croissance. Et donc aujourd'hui, si l'on arrive à admettre en fait que nous n'allons pas pouvoir verdir la croissance et donc qu'il va falloir engager des politiques de sobriété dont l'amplitude, la magnitude serait telle que cela nous forcerait macroéconomiquement à faire baisser les niveaux de production et de consommation, là c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu avec le logiciel capitaliste, il ne peut pas nous permettre de faire ça. Mais ce n'est pas grave, parce que dans l'économie française, on n'a pas qu'une économie capitaliste. Il y a des organisations, des secteurs qui sont plus capitalocentrés que d'autres. L'économie sociale et solidaire et tout un tissu de petites coopératives, elles vivent déjà dans une économie post-capitaliste. On va parler des solutions, mais pour vous, la croissance verte, les nouvelles technologies, l'économie circulaire, la sobriété, tout ça ne nous permettra pas de répondre à la question climatique. Alors, en tant qu'économiste, on a fait plusieurs erreurs ces dernières décennies. La première erreur, c'était de réduire cette idée un petit peu d'une économie verte et d'une croissance verte à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation. Moi, en tant qu'économiste écologique, je travaille avec un Rubik's Cube qui a plusieurs couleurs. Faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est une couleur. Il y a la biodiversité, il y a notre relation vis-à-vis de l'eau, il y a peut-être aussi
différents types de pollution, l'extraction des métaux, des matériaux. Et donc, la soutenabilité, c'est en fait arriver à faire baisser notre empreinte totale en prenant en compte toutes ces pressions sur l'environnement, en adéquation avec ce que peuvent offrir de manière soutenable les écosystèmes. Et donc, par exemple, Sandrine l'a très bien expliqué, si on venait électrifier l'intégralité du parc automobile français, on ferait peut-être baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on ferait augmenter ce qu'on appelle l'empreinte matière. Et avec elle, sûrement, les extractions et la pollution de l'eau, le dérangement des habitats naturels et donc les pertes de biodiversité. Donc le but, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre le Rubik's Cube tout ensemble. Et ça, c'était la première erreur. Déjà, quand on échappe un petit peu à cette monomanie du carbone et qu'on vient avec une définition multifacteur de la soutenabilité, on se rend compte que quand une économie produit et consomme plus de manière agrégée, son empreinte écologique s'aggrave. C'est vrai qu'il faut pouvoir apprendre des économies, il n'y en a pas beaucoup, qui ont réussi, et Christian l'expliquait très bien, à faire l'expérience de ce découplage absolu pour certaines pressions sur l'environnement, notamment les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, on peut identifier certaines politiques qui ont été entreprises avec une mentalité d'économie circulaire, une mentalité de sobriété, une mentalité de croissance verte. Très bien, ça nous a permis de faire baisser de ça. Mais ensuite, il faut se poser la question, est-ce que ça va nous permettre d'arriver donc à la ligne verte, donc de revenir sous le seuil des limites planétaires? Moi, les études que j'ai vues, et je pense que c'est un consensus qui se dessine dans la littérature scientifique en économie écologique, c'est qu'en fait, ça ne va pas fonctionner. Et donc, il va falloir faire quelque chose de plus. Et donc, cet aspect, si on vient diviser, comme le fait le GIEC, en 3 grands chantiers, celui de l'évitement, donc le chantier de la sobriété, celui de la substitution et celui de l'amélioration. Donc là, on commence par l'évitement, la suffisance, la sobriété, on finit par l'efficience, le progrès technique ou quoi. Il va falloir mobiliser ces outils. Et aujourd'hui, moi, l'hypothèse que j'explore, c'est qu'on a pris tellement de retard et le déficit écologique pour un pays à haut revenu comme la France est tellement élevé qu'en fait, les politiques d'évitement, donc de déconsommation et de renoncement de production vont être telles qu'il faut s'attendre pendant plusieurs années, donc cette espèce, à faire l'expérience d'une décroissance macroéconomique. Et je terminerai juste avec parce qu'on ne l'a pas mentionné ici, mais une autre erreur qu'on a fait, même quand on regarde les gaz à effet de serre, c'est de ne prendre en compte que les émissions territoriales. Quand on parle du moins 55%, c'est des émissions dites de production. Ces émissions de production, c'est 50% de l'empreinte carbone française. Donc notre plan aujourd'hui ne couvre que la moitié de nos émissions. L'autre moitié, c'est quoi? C'est les émissions importées. Importé. Et c'est important. 50%? Un petit peu plus, oui. Il me semble 51, si je me souviens bien. On a des émissions importées et consommées de 9 tonnes par habitant en France. Il faudrait qu'on diminue à 2. Donc en fait, c'est pas 50% de diminution qu'on doit faire, c'est de 9 à 2. C'est énorme, en fait, c'est 80%. Alors, on va passer au deuxième sujet. Quelles alternatives? Alors, le mot décroissance fait peur parce que c'est moins de consommation, moins de voyages, moins d'avions, moins d'importations, moins d'écrans plats moins chers. Enfin, ça fait peur. C'est que du moins pour beaucoup de gens, la décroissance. Expliquez-nous comment vous définiriez cette décroissance. C'est pas simplement un petit régime là où on perd un peu de poids qui est en supplément. Là, on s'attaque à la vie des gens, à leur consommation de tous les jours. Tout le monde est très content d'aller au City Market à côté, aller s'acheter de la bière à 10h du soir. Enfin, vous voyez, il y a des habitudes de consommation qui sont là. Comment vous vous attaquez à ça et comment vous arrivez à projeter les gens dans un système de décroissance? J'en donne une définition dans le livre, la décroissance comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. On l'a vu, si nous n'arrivons pas à verdir non seulement la croissance, mais l'économie dans sa taille actuelle, il va falloir faire quelque chose de plus. Cette chose de plus pourrait être des politiques de sobriété qui nous mèneraient à une décroissance, donc pour alléger l'empreinte écologique suffisamment vite, de manière suffisamment importante. Et ensuite, on peut rajouter, moi je le fais dans ma définition, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et là, on retombe vraiment au cœur des sciences économiques. C'est-à-dire de se dire, il n'y a jamais véritablement de buffet gratuit, les budgets sont limités, de la même manière que votre budget financier, il est limité, on ne peut pas vraiment dépenser de manière infinie beaucoup plus que ce que vous recevez sur votre compte en banque, ou sinon la banquière vous appelle et il y a un souci. Et bien là, on se rend compte que là, au XXIe siècle, il va falloir apprendre à faire fonctionner l'économie aussi sous contraintes biophysiques, qui ne sont pas toutes des contraintes que l'on peut exprimer en euros, ou des euros en tout cas qui sont pris en compte dans le logiciel de fonctionnement de notre économie capitaliste moderne. Et donc là,
c'est juste des arbitrages. De se dire, ah bah tiens, nous avons un budget carbone limité, qu'est-ce que je préfère faire avec? De la même manière que nous faisons déjà des arbitrages. J'ai 24 heures par jour, qu'est-ce que je fais avec? J'ai X euros par mois, qu'est-ce que je fais avec? Donc je ne pense pas, moi, qu'on a la différence entre une économie soi-disant d'abondance et on passe à une économie à la Mad Max un petit peu où on va se serrer la ceinture. C'est juste, les contraintes vont changer. Les contraintes financières vont, je pense, se desserrer, notamment pendant la transition. On va se rendre compte que le PIB, le pouvoir d'achat, l'inflation, tous ces indicateurs en fait, d'administration humaine, des indicateurs socialement construits sur des agrégats socialement construits, et ben on va devoir un petit peu les mettre en deuxième zone par rapport à des indicateurs qui ne sont pas administratifs. Le degré de réchauffement du climat, le rythme de l'effondrement des espèces, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir et décider « Ah bah tiens, on va refroidir le climat par consensus en levant la main ». Donc là, on va devoir se mettre d'accord sur des limites biophysiques à respecter et ensuite en prendre les conséquences en termes d'organisation économique. Le GIEC l'a très bien étudié, ce n'est pas forcément des sacrifices, il y a énormément ce qu'on appelle des co-bénéfices sociaux d'action écologique. On parle notamment, par exemple, quand vous utilisez moins d'automobiles dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins de pollution de l'air, donc moins de maladies respiratoires, donc des budgets de la santé allégés. Donc là, on voit il y a des effets multiplicateurs positifs en termes de bien-être. Pareil sur la consommation de viande, qui, l'on sait, alourdit énormément l'empreinte écologique de l'alimentation en France. Si on s'en débarrasse graduellement, on atteint des régimes qui sont non seulement moins carbonés, moins intenses en sol et en eau, etc., mais aussi qui sont meilleurs pour la santé. Et on peut même faire cela en libérant du temps libre. Alors moi, quand on parle de libération de temps libre, en tant qu'économiste, j'ai la moustache qui frétille. Donc là, c'est une façon de penser la décroissance, et je finirai avec ça. Il ne faut pas voir ça juste comme une stratégie, un petit peu de se dire « Ah bah tiens, l'économie, elle devient miniature ». C'est vraiment une révolution de mentalité, de se dire, depuis des décennies, en fait, nous avons cette mentalité de dire « la croissance, c'est bien ». Et oui, de temps en temps, il faut qu'on sacrifie un petit peu le culturel, le social, l'écologique sur l'autel du PIB. C'est l'emploi, le chômage. C'est ça qui fait peur aux gens. S'il y a des croissances, bon, si le PIB baisse, bon, c'est une mesure peut-être obsolète, il faut d'autres instruments de mesure, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ceux qui élevaient des vaches, ceux qui les bouchaient, chaque fois, c'est des emplois. Je l'ai dit, j'ai juste utilisé un synonyme, je n'ai pas parlé de chômage, j'ai parlé de libération de temps libre. En tant que macroéconomiste, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que le chômage est un problème, pourquoi? Parce qu'il vous fait perdre votre revenu, il vous exclut de certains cercles sociaux et ensuite vous ne pouvez plus acheter les choses dont vous avez besoin pour vivre bien, votre logement, la crèche de vos enfants, tout ça. C'est ça le problème du chômage, c'est un problème, c'est une trappe à pauvreté. Mais en tant que macroéconomiste, nous, si on planifie la transformation d'une économie, on a besoin d'avoir une redirection. Et donc, on a besoin d'avoir des heures disponibles. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui, par exemple, qui travaillent dans la publicité, qui font des pubs pour les vols en avion et les SUV, ces personnes, nous les voulons ouvertement au chômage. C'est-à-dire que nous voulons que ces heures soient disponibles pour pouvoir être réallouées sur d'autres tâches qui seraient plus intenses en bien-être et qui contribueraient à la transition. Donc là, on voit qu'il faut penser pas seulement la quantité d'emploi, mais surtout la qualité du travail. Alors, Timothée Parikh est un utopiste, vous le revendiquez. Ouvertement. Il pense une société idéale de demain. Vous avez souvent déclaré que finalement la décroissance était un peu un n'importe quoi économique. C'est pas. Vous avez pendant le débat contre Jadot, vous aviez utilisé une expression. La décroissance n'a pas de sens économique, vous disiez. Quelle est votre position sur cette vision que développe Timothée Parikh? Non, mais je pense qu'on est d'accord au fond. Simplement, on n'est pas complètement d'accord avec Timothée sur les mots à employer. Pour moi, la question de la décroissance renvoie à tout un tas de catégories intellectuelles de la croissance. C'est-à-dire que si on se plonge dans un système de décroissance, et je pense qu'à la fin, c'est ça vers lequel il faut aller. Mais si on utilise ce terme de décroissance, mais c'est un débat qui est bien connu chez les économistes, on va parler en fait de déproductivité, de baisse de la productivité, on va parler de diminution du temps de travail, on va parler d'augmentation de la dette. Et en fait, c'est comme si on utilisait les mêmes catégories de pensée pour penser un autre modèle. Et c'est en cela que pour moi, il y a une limite dans ce concept de décroissance, même si j'entends bien la pertinence parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impact et c'est très intéressant, mais
moi, je pense qu'il faut penser en dehors de ces catégories intellectuelles, de ces indicateurs, parce que sinon, on n'est que dans du moins, et on n'arrive pas à penser un modèle qui soit meilleur, en fait. Or là, il y a à la fois cet objectif de devoir changer de modèle économique, mais aussi d'avoir l'adhésion des personnes pour le faire. Et la difficulté est de lier les deux. C'est pour cela que moi je préfère, mais peut-être, voilà, c'est une hypothèse que je pose dans le débat, moi je préfère parler par exemple d'un système de protection sociale et écologique, d'une réforme de notre système de protection sociale et écologique. Je préfère parler de catégories type droit à la paresse. Le droit à la paresse, par exemple, m'a été énormément reproché. Pour autant, on ne peut pas imaginer sortir d'un système de production de masse et de consommation de masse sans acquérir de nouveaux droits pour les personnes. Si on veut avoir cette adhésion indispensable à la transformation écologique, il nous faut penser un espace où les gens se projettent dans quelque chose qui est mieux pour eux. Mieux pour eux. Et ce n'est pas si simple que cela dans la période, parce qu'en plus, vu les aléas climatiques qui s'annoncent, la perte de biodiversité, etc., il va y avoir une incertitude bien plus grande. Donc comment on peut faire du mieux dans un contexte d'incertitude plus grande? Eh bien, ouvrir des espaces de libérer du temps de travail, une plus grande protection sociale, une meilleure santé, un partage des ressources. Et surtout, moi, il y a quelque chose qu'on aborde assez peu dans la question de la décroissance, non pas que ça ne soit pas pensé, mais qui est qu'aujourd'hui, pour moi, on achoppe sur quelque chose. Sur toujours cette question, comment on fait adhérer les gens à cette transformation écologique, qui est mon problème à moi principal, puisque mes deux casquettes d'économiste et de politique font que il faut qu'on arrive à faire adhérer les personnes à un changement de société, sinon il y aura des blocages de partout et des réticences, des manifestations contre. On le voit avec les agriculteurs, les gilets jaunes, etc. Même si sur les gilets jaunes, il y a eu une caricature qui a été faite, mais bon. Donc en fait, la question, c'est comment on fait adhérer ces personnes. Et moi, je crois vraiment qu'il y a une question qu'on n'a pas suffisamment abordée, qui est qu'aujourd'hui, certes, les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres, et ça, c'est dans le merveilleux livre Ralentir ou périr, que tu as écrit, qui dit qu'il y a 1% des plus riches de la planète qui consomment la moitié de CO2. On a une table ronde là-dessus, oui. Donc voilà. Mais par contre, tous les efforts qui sont socialement valorisés, symboliquement valorisés, tous les efforts écologiques qui sont symboliquement valorisés sont des efforts de riches. C'est-à-dire que si vous allez à vélo sur votre lieu de travail, ça veut dire que probablement vous habitez en ville. Ça veut dire que probablement vous n'avez pas d'enfants à déposer ou très peu, que vous n'avez pas de courses à faire, que vous êtes en bonne santé, que vous avez des horaires qui ne sont pas des horaires décalés, etc. Tout ça, ce sont des modes de vie qui sont des modes de vie comment je peux dire ça les plus aisés. Les plus aisés, les plus privilégiés. Et, voilà. Et donc, vous prenez votre vélo et tout le monde vous félicite parce que vous avez pris votre vélo. Et c'est bien de prendre le vélo. Mais par contre, tous les pauvres qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, qui baissent le chauffage parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la facture, etc., eux, tous ces efforts-là, qui sont des efforts contraints, n'ont aucune espèce de valorisation sociale ou symbolique. Donc en fait, ceux qui polluent le plus s'attribuent le mérite de la transition écologique, alors même que ceux qui polluent le moins n'ont aucun moyen de s'attribuer les mérites de cette transition. Je ne sais pas si je suis très claire, mais pour moi, c'est un problème social fondamental. Et donc, je pense qu'il faut que nous passions d'une forme de justice sociale à un partage équitable des efforts à faire, un partage juste des efforts à faire, un partage de la charge. Et pour cela, il faut le poser. Les riches doivent faire beaucoup plus que juste prendre un vélo.
Christian, alors j'ai vu qu'il commence à y avoir des questions. On va y répondre, mais je voudrais quand même que Christian Gollier ait le temps de s'exprimer face à cette utopie et cette envolée. Et notamment, je voudrais juste que vous nous disiez un peu, bon, c'est bien, moins de travail, moins de pollution, moins de consommation, mais à la fin, qui paye et comment on finance tout ça? Alors, je vais à vélo au bureau. mais je fais 40 km aller-retour et j'habite à la campagne. Donc, c'est assez sérieux. C'est quand même 1h40 à vélo aller-retour. Hein, donc. Et il prend le train et jamais... Il prend le train et jamais l'avion pour venir de Toulouse. Non, je pense que là, on a scanné des sujets qui sont complètement cruciaux. Je pense qu'il y a quand même le non-dit, je vais le dire quand même, on a quand même un problème fondamental. EELV fait un peu plus que 5% des élections quand même. Donc ça montre quand même que l'adhésion aux valeurs de l'écologie, de la responsabilité envers les générations futures, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, il n'est pas là parce que malgré que... C'est du monde 2% en 74, il y en a 5% 50 ans plus tard. Quoi. C'est nul, hein. J'ai pas de doute là-dessus, c'est nul. Enfin, ouais, on m'entend pas, donc je vais le redire. Enfin, non, mais c'est nul. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, évidemment. Et donc, c'est un problème de comment on fait adhérer politiquement à cette transformation. Exactement. Donc, on a évidemment que la transition, il faut la faire et elle bénéficiera. Les coûts de la non-action sont considérables et il y a un papier économique qui a été cité hier du NBR qui est sorti le mois dernier qui dit le coût de la non-action, c'est peut-être bien supérieur à 1 000 $ la tonne de CO2 émise. Donc c'est absolument considérable. Alors la taxe carbone en France est à 44 € la tonne de CO2. Donc on est très très loin. Donc le coût de l'inaction est absolument considérable et il y a plein d'actions qui coûtent beaucoup moins que le coût de l'inaction. Donc néanmoins, les actions sont coûteuses. Je prends quelques exemples. Décarboner la production d'acier, qui représente quand même 8% des émissions mondiales, c'est remplacer de l'acier produit par des hauts fourneaux, comme on le fait depuis 2 siècles, ou depuis beaucoup plus que ça en fait, mais par de l'acier décarboné avec de l'hydrogène vert, etc. Ça, probablement, ça double le coût de production d'acier. Donc, ça probablement double le prix. La solution, c'est la décroissance. Donc, ça augmente massivement le prix des voitures. Certains sont effrayés par les efforts qu'il faudrait faire pour avoir une croissance verte acceptable. Donc les gens se disent, peut-être que la solution, c'est la décroissance. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Alors, à nouveau, c'est ce que j'ai dit un petit peu au début, un peu rapidement, on va devoir faire un mix de tout. Ça dépendra de notre capacité à, effectivement, trouver des stratégies pour produire un hydrogène moins cher que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est sans doute faire de la sobriété aussi, prendre mon vélo quand je peux, avec la perte de temps pour moi, pas de gain de temps, même si je gagne dans les co-bénéfices, effectivement, c'est important, Timothée, tu as raison. Il faut tenir compte qu'il y a plein d'actions vertes qui non seulement réduisent les émissions de CO2, mais qui produisent aussi des co-bénéfices sur la santé. Et effectivement, je dors très très bien la nuit quand je prends mon vélo pour aller au bureau, malgré tous mes soucis professionnels. Et donc mais néanmoins, même quand on prend tous ces co-bénéfices, on n'y est pas. Et la preuve, c'est que malgré les sondages qui disent 80% de la population est pour l'écologie et pour la transformation de la société, quand on parle des coûts, les gens sont contre. Et je suis désolé quand même de faire référence aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, quand même, le démarrage du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, c'est quand même une augmentation de la taxe carbone. Juste un mot, parce que... Oui, vous avez absolument raison. Le déclenchement des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone. Mais est-ce que c'est la taxe carbone ou est-ce que c'est l'absence de pensée des effets sur les budgets de la taxe carbone? Est-ce que c'est l'absence de justice sociale de la taxe carbone? Est-ce que c'est la prise en compte de la contrainte dans la taxe carbone? Et en fait, moi, je pense qu'un des sujets, c'est vraiment qu'on ne peut pas penser uniquement la transformation écologique depuis un point centralisé à Paris. C'est-à-dire qu'il va nous falloir penser la dynamique de territoire dans la transformation. Et ça, aujourd'hui, c'est un angle mort des politiques publiques. J'aurais aimé qu'on me laisse la question d'avant, qui était plutôt que de parler de décroissance, pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de croissance orientée? C'est un peu votre propos, finalement.
Alors, déjà, l'une des faiblesses, il faut admettre quand même que les économistes ne sont pas les esprits les plus créatifs du monde. Et donc, c'est vrai que les termes que l'on utilise, la décroissance, bon, comme la croissance et plein d'autres termes, c'est des termes de travail, en fait. Donc moi, quand j'ai écrit ma thèse et que je vois une économie macroéconomiquement dont les niveaux de production et de consommation vont baisser, ça a du sens de parler de décroissance. Un autre sens que j'aime bien, et c'est Paul Ariès qui disait au début des années 2000, il décrivait la décroissance comme un mot obus, c'est vrai que c'est une sorte de poil à gratter, surtout pour nous les économistes. Quand on entend décroissance, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc ça nous force un petit peu à mettre en critique, à réactiver peut-être notre esprit critique vis-à-vis de la croissance. Ça a été discuté hier, de se dire « Est-ce que c'est vraiment la croissance véritablement qu'on devrait verdir ?» Ou plutôt, non, est-ce que c'est peut-être le bien-être, le bien commun. Toutes ces questions de se dire peut-être qu'en économie, pendant des décennies, on regardait le doigt plutôt que la lune. Donc là, le mot décroissance, il a encore un intérêt dans le débat public aujourd'hui s'il permet de stimuler des débats, mais après il pourra être remplacé. Il y en a beaucoup d'autres intéressants. Moi j'aime beaucoup le convivialisme, il y a le bien commun, c'est très bien. La post-croissance commence aussi à envahir le débat pour montrer, tiens, essayer de réfléchir un petit peu à l'après. Et je suis sûr, et d'ailleurs c'est une invitation, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Chaque concept qui arrivera à stimuler le débat et nous montrer des choses que nous n'avons pas vues avant, et le bienvenu, nous l'utilisons, et à partir du moment où la discussion s'essouffle, et je suis sûr qu'elle s'essoufflera autour de la décroissance un jour, on passera au prochain concept. Alors je voulais qu'on entre un peu, parce que ce que vous me disiez, finalement, vous essayez de montrer qu'il y a un autre univers possible. Parce que pour les gens, bon, il y a le système capitaliste, il y a le système soviétique, communiste qui a échoué, mais dans l'imaginaire, il n'y a pas d'autre organisation sociale valable et raisonnable. Et donc vous essayez de développer dans l'imaginaire l'idée que on pourrait vivre avec des COP. Vous avez un terme, c'est le municipalisme libertaire. Alors tout ça, vous le reconnaissez, c'est de l'utopie, mais le rôle de l'utopie, c'est d'installer dans l'imaginaire des gens un futur différent possible. C'est un peu ça votre démarche. Exactement. On a beaucoup souffert de cette espèce de vision noir et blanc d'une économie qui pourrait être soit capitaliste, soit communiste, ou soit c'est un pays en développement qui n'a pas encore choisi. Je trouve que c'est quand même une vision assez pauvre de la dynamique des sociétés humaines, alors que maintenant on devrait regarder les économies en multicolores et de voir que même au sein de l'économie française, il y a une diversité de sous-économies complètement différentes, un petit peu comme dans un jardin, et de se dire, tiens, en quoi va consister l'économie du futur? Et rien que d'imaginer en France un basculement où l'économie sociale et solidaire, au lieu de faire 1/10 de l'activité économique française, en ferait 9/10, ça serait déjà une transformation absolument conséquente. Et nous n'imaginons pas quel serait le futur, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, quelque chose d'autre. Donc le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, ou ces autres modèles un petit peu des utopies d'une économie décentralisée qui ne correspond ni au communisme d'État qu'on associe à l'Union soviétique ou au capitalisme tel qu'on le connaît dans nos pays modernes, en fait, c'est des invitations à faire des hybrides. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça notre responsabilité en tant que chercheur, c'est de venir donner le plus d'options possibles. Et de se dire, voilà, la boîte à outils, en fait, elle est beaucoup plus large qu'on pourrait le penser. Et beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont des niches, Internet était une niche, les smartphones étaient une niche, beaucoup de choses que l'on utilise aujourd'hui tous les jours, qui sont devenues la colonne vertébrale de notre quotidien, étaient des niches. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces monnaies locales, ces territoires zéro chômeur de longue durée, ces coopératives avec des modèles de gouvernance partenariale, peut-être que toutes ces choses que l'on regarde un petit peu en périphérie des sciences économiques, sont des espèces de graines qui pourraient devenir des modèles post-capitalistes intéressants. Mais vous allez très loin dans votre réflexion, puisque dans votre utopie municipale, enfin, small is beautiful, pour vous, c'est des coopératives, des municipalités qui décident de leur destin collectivement, etc. Vous en êtes à dire que, par exemple, on ne pourrait pas avoir de centrales nucléaires, même les mini-centrales nucléaires auxquelles on est en train de travailler, parce qu'elles ne pourraient pas être financées à partir du moment où on aurait décidé un niveau de décision qui est sur une surface, sur une géographie beaucoup plus petite. C'est une de vos raisons. Je ne me souviens pas avoir écrit ça précisément sur le nucléaire. Une interview au Journal de la Terre, je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas précisément. En tout cas, moi, mon argument général, vous vous souvenez de ma définition, de se dire, voilà, planification démocratique pour pouvoir prendre des décisions, budget biophysique limité, comment est-ce qu'on fait la meilleure allocation pour optimiser le bien-être? C'est ça un petit peu la grande question de l'économie au XXIe siècle.
Moi, je crois que j'ai passé pas mal de temps à lire ces dernières années la littérature sur la décroissance. Et à nouveau, avec Sandrine, je dirais qu'effectivement, Ralentir ou périr est un livre sans doute le plus intéressant dans le domaine à lire sur ce thème-là. Mais Timothée est un décroissantiste rousseauiste. C'est-à-dire qu'il pense qu'en donnant le pouvoir à l'homme et en lui expliquant qu'en fait, il est coincé par un système de consumériste et qu'on lui explique en supprimant la publicité pour les SUV. Et by the way, je suis d'accord que c'est une bonne idée, mais enfin, plus globalement, je ne pense pas que demander à l'homme de simplement faire le bien pour l'intérêt de l'humanité, alors qu'on va lui demander plein d'efforts pour des bénéfices qui ne lui reviendront pas, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Par ailleurs, il y a des décroissantistes il y en a beaucoup, qui utilisent le changement climatique comme un argument de remplacement à l'absence de révolution marxiste-léniniste pour recréer les conditions d'une économie égalitaire, d'une société égalitaire. C'est un autre débat et ce n'est pas celui que je vais avoir aujourd'hui. D'ailleurs, ça rejoint la question qui est sur notre écran. Dans votre réflexion, comment garantissez-vous la liberté individuelle? Parce que pour certains, c'est effectivement cette décroissance anticapitaliste conduit à un régime un peu autoritaire où on fait des allocations autoritaires. C'est une des perceptions que les gens ont de la décroissance. Ça me permet de faire une glorieuse référence à ce magnifique tableau d'un groupe de mecs en train de dézinguer une baleine. J'imagine une forme d'entrepreneuriat tout à fait respectable à l'époque qui aujourd'hui ne serait plus possible car nous avons limité cette liberté individuelle. Donc la décroissance, elle est très en lien avec la montée de l'environnementalisme en général, l'entrée des droits de la nature dans le droit, dans l'extra-économique. Donc pas seulement dans les prix, mais aussi dans le droit contre l'écocide, le droit animal, toutes ces choses-là. Et donc, moi en tant qu'économiste, c'est pas de se dire que ça va devenir liberticide, c'est juste que ça va changer un petit peu le mix des contraintes. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire, par exemple parce qu'on était trop pauvre. On ne pouvait pas prendre l'avion, je ne peux pas prendre l'avion parce que je n'ai pas le pouvoir d'achat pour le permettre. Le rationnement par le pouvoir d'achat ne me permet pas d'avoir accès à l'avion. Peut-être demain, je ne pourrais pas prendre l'avion parce que nous aurions un rationnement autour du carbone, où nous aurions décidé, et ce n'est pas forcément de manière complètement décentralisée, on peut avoir une décision nationale de dire c'est notre budget carbone, et ensuite nous allons décentraliser au niveau des communes qui vont décider de comment dépenser leur budget carbone municipal, au niveau des ménages qui vont aussi décider, au niveau des entreprises qui vont décider. Et là, je vais vous parler d'un mot dont on a beaucoup parlé hier, l'innovation. Parce que c'est ça pour moi, un petit peu cette idée de se dire, là, qu'est-ce qu'elle nous apporte un petit peu ce coopérativisme ? Ça ramène beaucoup de gens autour de la table. Des gens qui vont pouvoir exprimer leurs préférences. Ça déjà, c'est absolument nécessaire pour faire remonter un petit peu la priorité en termes de bien-être. Et exprimer les préférences à travers le pouvoir d'achat, ce n'est pas toujours idéal, surtout qu'on a beaucoup d'inégalités. Donc, plus on a de personnes autour de la table, plus on arrive à muscler un petit peu notre muscle démocratique, plus on va réussir à faire émerger des solutions qui sont restées peut-être pour l'instant inexplorées. Donc moi, c'est vrai que dans mes travaux, je fais l'hypothèse de se dire, au sein des entreprises, des quartiers, des municipalités, des nations, et ça serait pas mal de créer des petites poches de démocratie participative et délibérative et de voir ça un petit peu comme des départements recherche et développement sur comment construire une économie plus soutenable. Sandrine, avec quel régime politique peut-on arriver à organiser cette société post-croissance ? Alors, moi, sur la liberté d'abord, j'ai appris petite que la liberté des uns s'arrêtait là où celle des autres commençait. Et ce qui est actuellement en cours, c'est que la liberté des plus riches est de s'accaparer et de mettre en danger la liberté de tous les autres, en fait, de tous les autres. Et que c'est une liberté fictionnelle qui est actuellement au fondement de notre société, puisque c'est une liberté par l'argent, c'est-à-dire que l'argent nous permet de nous émanciper du bien commun et de la contrainte collective. Et ça, pardon de le poser aussi nettement, mais ça n'est plus possible. C'est-à-dire que dans la transformation écologique, il va falloir repenser l'équité de la liberté.
il va falloir penser des espaces de liberté pour tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, quand on est, je prends cet exemple parce que pour moi, il est vraiment typique de ce qui ne convient pas. Quand on est aide à domicile en ruralité, on a une amplitude horaire. Donc, on va s'occuper des personnes notamment âgées au domicile. On a une amplitude horaire qui peut débuter à 8h ou à 7h le matin et terminer à 21h le soir. Et pour autant, donc avoir eu besoin de la voiture toute la journée pour aller de personne âgée en personne âgée, avoir fait énormément de kilomètres et pour autant à la fin de la journée n'avoir pas travaillé 8 heures parce que les temps de trajet entre chaque personne sont importants. Donc en fait, on finit la journée non seulement avec une amplitude horaire énorme, avec des trajets de voiture énormes, mais en plus avec un salaire qui ne permet pas de dépasser le seuil de pauvreté, puisque je rappelle qu'il y a à peu près les 3/4 des aides à domicile qui ne dépassent pas le seuil de pauvreté. Donc, quelle est la liberté dans ce cadre-là, en fait ? On en parle de la liberté de cette femme, puisqu'en plus, ce sont essentiellement les femmes. Quelle est sa liberté ? Qu'est-ce que ça signifie, le mot liberté, pour elle ? Et c'est pour cela que libérer du temps de travail, enfin, libérer du temps libre, libérer du travail, pardon, je perds mes mots, mais libérer du temps qui est en dehors de la sphère du travail, c'est profondément une liberté. Et c'est cela qui, je trouve que le capitalisme nous a privés de mots, a privé certains mots, en tous les cas, de sens. Et le mot liberté en particulier. Et imaginer la transformation écologique, c'est imaginer des espaces de nouvelles libertés. Et moi, je suis très fan aussi du municipalisme libertaire qui permet de reprendre son destin en main. Je pense que dans le vote Rassemblement national dont on parle beaucoup actuellement, il y a cette espèce d'idée que nous allons reprendre notre destin, que c'est nous qui allons choisir et que fuck le système, quoi. Et pour le dire de manière rapide. Et en fait, quelle organisation, parce que bon, municipalisme libertaire, c'est un joli mot, mais quelle est l'organisation politique qui fait que les gens vont adhérer à un autre système que celui qui finalement, les gens sont très contents, il suffit de les voir dans les supermarchés avec les caddies pleins, ils sont pas du tout prêts à abandonner du jour au lendemain voilà, leur smartphone, leur télévision, voir Netflix, enfin, partir en week-end, même si je suis d'accord, il y a une partie de la population qui n'a pas cette liberté, ils sont quand même beaucoup à profiter du système. Donc comment on bascule? Et après je donnerai la parole à Christian pour terminer, mais je voudrais quand même que vous nous précisiez comment on passe à ce régime, comment on passe à un nouveau régime. Mais il n'y a pas d'autre système que la démocratie. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre système que la démocratie. Par contre, ça ne peut pas être une démocratie centralisée, et ça, j'en suis absolument persuadée. C'est-à-dire que pour moi, l'échelle des régions, ça n'est pas vrai qu'on fait la transformation écologique de la même manière à Paris et dans la Creuse. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas les mêmes efforts, ça n'est pas la même difficulté de se passer de la voiture, ça n'est pas la même trajectoire de transformation. Et tant qu'on pensera la trajectoire écologique uniquement depuis un point de vue centralisé, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je n'imagine pas une autre possibilité que de donner des pouvoirs extrêmement importants, des pouvoirs démocratiques extrêmement importants à l'échelle des territoires. Je pense que les régions sont les mieux dotées pour essayer de penser une transformation au plus proche de la vie des habitants et qu'à l'intérieur de ces régions, il y ait des poches d'expérimentation, d'autogestion des communes, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on redonnera du pouvoir citoyen aux personnes dans cette transformation. Et vraiment, je crois que c'est là la clé pour que les personnes adhèrent aux efforts qu'il y a à faire, puisqu'ils en auront choisi à la fois la forme, l'ampleur, mais aussi les priorités dans ces efforts. Christian, tu voulais dire quelque chose sur comment politiquement on arrive à ce nouveau système, et après je vous demanderai une conclusion sur les moments qu'on traverse et si vous avez encore un peu d'optimisme. Oui, non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que la décentralisation soit la solution au changement climatique. Au contraire, on a bien vu que c'est en centralisant la politique climatique au niveau européen et pas au niveau des 28 et des 27 ou 28 nations qui ont composé ou qui composent l'Union qui résout le problème. Parce qu'on a des tas de problèmes d'interaction sur le marché de l'électricité, et puis plus fondamentalement le fait que voilà, chaque nation, on a plusieurs fois répété aujourd'hui
aujourd'hui et hier que la France ne représente qu'1 % des émissions. Donc la France toute seule qui ferait des efforts importants pour décarboner à 100% ses émissions n'aurait pas d'effet global ou marginaux et en portant 100% des efforts. Non, donc il faut, alors qu'évidemment qu'il faut que la France fasse des efforts considérables. Parce que si je reporte l'argument au niveau individuel, moi je représente peut-être qu'1 milliardième, même si je suis plutôt dans les 10% les plus riches de la planète, je représente 1 milliardième des émissions de CO2, mais néanmoins je dois faire des efforts, bien entendu. Bien entendu, c'est un argument absurde. C'est la problématique du passager clandestin. On a une externalité globale et il faut organiser un mécanisme qui fait que malgré qu'on demande des sacrifices aux gens, on parvienne à les faire. Et ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour un individu, c'est très compliqué pour une entreprise, c'est très compliqué pour un parti politique, alors que tous les autres partis politiques défendent une écologie positive dans laquelle on va demander aucun effort à personne. C'est très difficile pour les écologistes de dire ben non, il va falloir qu'on se bouge un petit peu et qu'on demande des sacrifices aux gens, les riches, comme je suis désolé de le dire, aussi les moins riches. La guerre mondiale contre le changement climatique impose une mobilisation mondiale contre les émissions de CO2. Et ça, voilà, moi je ne sais pas s'il faudra passer par la phase sobriété. Je ne sais pas. Oui, certainement, il faudra faire la sobriété, le vélo électrique, notamment pour les riches et peut-être les autres aussi, mais aussi peut-être qu'il faudra passer par une phase décroissance si on ne parvient pas à réaliser des transformations du système énergétique vers des sources d'énergie qui sont pas beaucoup trop plus coûteuses que nos énergies fossiles aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il faudra faire la décroissance, peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on devra y aller parce que le prix du carbone qu'il faudra imposer pour atteindre les objectifs de 55% en 2030, pour atteindre les objectifs de 90% en 2040, pour atteindre la zéro émission nette en Europe en 2050, peut-être que le prix du carbone sera à 1 000, 2 000 ou 3 000 euros la tonne de CO2. Et alors là, je peux vous dire qu'on aura une fameuse décroissance, mais ça sera une condition nécessaire pour atteindre les objectifs que nous nous fixons au niveau européen. On atteint la fin du débat. Je vais demander alors une conclusion à chacun, mais je voyais que vous bondissiez lorsque Christian parlait d'un pilotage centralisé. Non, c'est pas là-dessus que parce que je pense qu'il y a des objectifs centralisés à avoir et une déclinaison territoriale à inventer. Non, ce qui me faisait bondir, c'est la France n'est responsable que de 1% des émissions. Non, mais ça suffit avec cet argument. Pardon, mais vous avez réussi à me mettre en colère. C'est un argument. Je n'ai pas défendu que la France ne devait rien faire. La France avec 1% de la population mondiale, a colonisé la moitié du monde. La France, avec 1% de la population mondiale, a esclavagisé. La France, avec 1% de la population mondiale, a aussi fait la déclaration des droits de l'homme après. Donc en fait, on n'a jamais, quand il s'est agi de dominer le monde, on n'a jamais hésité en vrai. Donc maintenant, là, la France, elle a une responsabilité, c'est de montrer l'exemple et d'y aller. Et d'y aller sur précisément une pensée écologique, décoloniser du système de croissance, mais décoloniser aussi des rapports de domination dans la société, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est maintenant. Et quelle est notre responsabilité? Eh bien, aujourd'hui, elle est celle-là. Donc oui, nous pesons 1% des émissions de croissance. Par contre, notre responsabilité est sur le réchauffement climatique et notre responsabilité morale, éthique et politique est bien supérieure à 1%. Pour conclure, on voit bien que toutes ces questions sont vraiment très compliquées. On a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, la révolte paysanne. Là, on a un vote plutôt anti-écologique sur les européennes, un vote plutôt anti-écologique qui est en train de se profiler aux législatives. On a envie de se dire, oulala, mais déjà on n'a pas beaucoup avancé et ça va être très très difficile. Est-ce que vous sentez qu'il y a un vent contraire ? Ou vous restez optimiste et vous croyez que évidemment vos idées vont triompher? Alors, moi, je voudrais noter un paradoxe, c'est qu'on a deux grands récits en fait, qui s'opposent. Quand on parle d'écologie, on rentre toujours un petit peu dans ce mode, qu'est-ce qu'on va perdre comme liberté, comment, ça va être compliqué, ça va être dur, et il faut agir en dernier, dilemme du prisonnier, il faut suivre.
Alors que quand on parle, je ne sais pas, de n'importe quelle autre innovation, que ce soit de construire des avions, des téléphones, je ne sais quoi, là on a cette espèce de discours ultra ambitieux, d'innovant, on veut être les premiers, on veut arriver là, on veut dominer le marché. Et si on inversait? Si on inversait, on se disait, bah tiens, aujourd'hui peut-être que notre plus grand défi, ça va être un défi d'innovation sociale. Et si on prenait le lead, comme l'a très bien dit Sandrine, et se dire qu'en France, nous allons essayer des choses que personne n'a essayé avant. Nous pouvons nous le permettre. Tu l'as très bien rappelé, nous sommes l'un des pays les plus riches au monde. Nous pouvons nous permettre, ça vient avec une responsabilité, la responsabilité d'essayer des trucs que d'autres ne peuvent pas essayer. Et donc moi j'aimerais bien que l'écologie aujourd'hui, elle se développe non seulement avec le réalisme, on en a parlé, et Christian l'a bien rappelé, on ne peut pas non plus promettre une augmentation de tout, du bien-être, une démocratie florissante, des inégalités qui baissent, des comptes publics qui abondent. Non, il va y avoir des choix à faire. Et ça va être une passe qui va être compliquée à naviguer, mais je pense aussi qu'on peut au moins, et ça ne coûte rien, complètement inverser le récit de la transition. Et ça déjà, ça changerait un petit peu le mix de la dynamique de la discussion, les talents qui s'y sentent attirés aussi. Je ne comprends pas que des gens les plus créatifs, on les envoie justement pour dominer le marché publicitaire ou de construire des avions de chasse, et le reste, fond du panier, on va aller discuter du futur, de comment on arrive à vivre sur une terre habitable. Non, pas du tout. Justement, aujourd'hui, on devrait arriver à rendre l'écologie le Rubik's Cube le plus excitant du siècle. Sandrine, comment vous voyez la situation? On est dans un creux de la vague? Est-ce qu'on est dans un reflux? Comment vous interprétez les signaux qu'on a vus là dans les 5 dernières années qui étaient assez négatifs pour l'écologie quand même? Par rapport à l'époque où il y en avait les marches pour le climat, l'euphorie autour des accords de Paris. Je pense qu'on est en effet dans une reprise en main du débat politique et citoyen par celles et ceux qui n'ont aucun intérêt à faire cette transition écologique. Moi, je suis toujours étonnée du fait que les grands leaders d'extrême droite dans le monde, vous prenez Trump, vous prenez Bolsonaro, vous prenez Orban, vous prenez Mélanie, vous prenez le Rassemblement national en France, ils ont tous derrière des intérêts qui sont immédiatement liés au pétrole. Trump, il a financé sa campagne électorale avec les majors, les multinationales du pétrole. Bolsonaro, il a financé sa campagne par les grands exploitants de l'agro-industrie qui déforestent l'Amazonie. Bolloré, il a des intérêts directs dans le transport et la logistique. Donc en fait, ce sont des gens qui s'accaparent par des moyens détournés le débat politique pour empêcher l'écologie d'arriver. Donc c'est pour cela que la question aujourd'hui, c'est vraiment de créer un imaginaire de l'écologie qui soit un imaginaire créatif, un imaginaire de reprise en main de nos destins, de nos vies, de nos libertés, de notre... Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, j'ai l'impression que ça va exploser d'une manière ou d'une autre, mais exploser dans la joie et dans la création. On ne peut pas dire aujourd'hui ce que ce sera exactement la société de la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas en fait ce que ça va véritablement être. Par contre, que les personnes reprennent en main leur destin, il y a 2 manières de le faire. Il y a soit par la haine de l'autre, et c'est peut-être ce qui est en train de se dessiner, soit il y a un autre chemin, c'est vraiment reprendre notre destin collectif et solidaire en main. Et en fait, je crois que cet autre chemin est aussi en train de se dessiner. La preuve en est, regardez ce qui se passe en ce moment, c'est inédit. Donc voilà, c'est aussi dans l'adversité, c'est aussi au pied du mur que s'inventent de nouvelles formes de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, précisément dans les heures dans lesquelles nous parlons aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de l'inventer sans même nous en rendre complètement compte. Christian, quand on préparait l'émission, je te demandais si tu n'étais pas trop pessimiste quand on voit ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans et ce qui se passe maintenant. Et tu me disais non, ça a toujours été up and down. Oui, moi ça fait 20 ans ou 25 ans que je travaille sur le problème du changement climatique. Voilà, le débat public sur ce sujet-là, c'est un petit peu un roller coaster, quoi. C'est les montagnes russes. Moi j'étais très impressionné ces dernières années par le Green Deal européen qui fait quand même des choses extraordinaires. Mais alors là, effectivement, j'attends avec impatience la plateforme politique du Front populaire. Mais quand j'entends l'extrême droite
sortir une TVA à taux réduit sur les énergies fossiles à 5,5. Voilà, on invente la taxe carbone négative. Même l'Europe, même Bruxelles renonce à certains objectifs de Green Deal. Oui. On va voir. Je pense qu'au niveau européen, il va y avoir une résistance qui va s'installer contre ça. Mais voilà, au niveau français, je suis très inquiet si le Rassemblement national arrive au pouvoir le mois prochain, parce qu'effectivement, sortir une TVA réduite à 5% sur les énergies fossiles, c'est vraiment complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire, bien entendu, même si effectivement, il y a un problème d'inégalité sociale qu'il faut adresser, en particulier quand on fait une taxe carbone, on peut redistribuer une partie de cette taxe sur les revenus, les ménages les plus modestes. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. C'était très intéressant. Donc voilà, de l'utopie à la réalité et comment les événements peuvent accélérer les processus. Merci à tous. C'est sur moi que repose la lourde charge de finir cet événement de 2 jours, le sommet du bien commun. Alors, bien commun aujourd'hui, c'est un sujet effectivement de grande actualité sur lequel, je pense, nous aurons à faire de grands choix individuellement dans les semaines à venir. Nous avons construit depuis 2 siècles une démocratie libérale qui a quand même fait, même si rien n'est parfait, en particulier sur le changement climatique, on a bien vu que cette démocratie libérale est en défaut, est en échec, que ce soit les marchés ou que ce soit la politique, ne parvient pas à mettre en place des mécanismes qui incitent chacun à faire sa part de l'effort collectif. Voilà, mais le bien commun, nous sommes tous à devoir y contribuer. Et cet événement qui rapproche Challenge de la Toulouse School Economics contribue à cet effort. Les économistes sont effectivement aujourd'hui en première ligne avec les médias pour tenter de faire un monde meilleur. Je voudrais remercier Challenge. Je voudrais remercier l'ensemble des contributeurs aux tables rondes. Je voudrais remercier les équipes techniques qui ont travaillé depuis de longs mois sur la construction de ce projet. Je suis très fier de ce résultat, en particulier sur le fait que nous ayons, en particulier cette année, réussi à avoir une diversité dans les points de vue et, je pense, une vraie richesse dans les débats, une vraie écoute. Merci à tous. Bonne journée.